Une barque fend les roseaux. Nous sommes dans l'ancienne Mésopotamie. Ces marais sont les derniers vestiges d'une zone humide qui couvrait le delta du Tigre et de l'Euphrate au sud de l'Irak. En 30 ans, dont plus de 20 ans de guerre, ils ont été drainés, asséchés. Un écosystème et une civilisation lacustre unique au monde ont failli disparaître de par la folie des hommes. Le triangle historique des zones marécageuses s'étendait jusqu'à l'Iran, entre Bassora, Amara et Nasiriyah, entre les deux grands fleuves, à leur confluent, là où ils se rejoignent pour constituer le châtel arabe. Selon les saisons, les marées pouvaient couvrir entre 25 000 et 50 000 km². En automne, durant les basses eaux, les nomades campent avec leurs chameaux sur des terres qui, au printemps, reposent sous les crues. Entre mai et juin, les eaux des fleuves débordent, gonflent les marais et recouvrent le désert. C'est une de ces régions du monde où le temps semble s'arrêter. Les civilisations sumériennes et babyloniennes y virent le jour il y a plusieurs millénaires, et les textes bibliques y situent le légendaire Jardin d'Éden. Les fleuves en coulant vers le golfe s'enlisent dans les sables et les limons. Ils avaient façonné là une des plus belles zones humides du monde. Pourtant, les choses ont changé. Aujourd'hui, la superficie des marais n'oscille plus qu'entre 3 et 5 000 km². En cette période d'occupation, la guerre y reste larvée. Les habitants du marais viennent de traverser une longue période de conflit. Profitant de l'arrêt des combats, ils retrouvent les gestes bibliques et se prennent à rêver à des temps plus doux. Guidés dans le labyrinthe des eaux, nous traversons une des dernières cités lacustres. Nous rejoignons le Madahafa, cette maison d'hôte aux dimensions impressionnantes, en roseaux et en nattes tressées. Celle-ci a survécu à la guerre et à l'assèchement des marais. El Mansour, chef de la tribu Al-Niwashi, nous accueille. C'est un Madane, littéralement un arabe du marais, descendant direct des Sumériens. Ici, les tribus arabes qui ont conservé les traditions sociales des Bédouins ont adopté le mode de vie des gens des roseaux. Après la cérémonie traditionnelle du thé et du café, nous lui remettons une récente étude du PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement. La brochure circule de main en main. Depuis 1973, l'organisme a mis en place un dispositif d'observation et d'analyse des images que lui renvoie le satellite Landsat. La comparaison entre les images satellites de 1973 et celles de 2000 permettent de prendre en compte l'étendue du désastre. 85% des marais de Mésopotamie ont disparu. Hussein El Mansour se souvient encore de cette époque où même le temps était clément. La température était plus basse parce que le vent qui passait par les marais rafraîchissait l'air ambiant. Avec l'assèchement, la chaleur s'est installée, la température est élevée et c'est le désert. Trois générations sont rassemblées sous le Madahafa. Les plus jeunes découvrent pour la première fois à travers les photos le paysage tel qu'il était dans les années 50, avec des centaines d'îlots couverts de huttes de roseaux, les mêmes que celles que reconstruisent les pêcheurs d'aujourd'hui. Le père nous propose de visionner un film tourné par la télévision irakienne 10 ans plus tôt. Toute la famille participe à l'événement.
Même si l'archive est conservée sur DVD, elle a beaucoup souffert. Le film s'appelle Racine, réalisé par Jabbar Saghir pour le ministère de l'Information. En 1991, une équipe est venue de Bagdad. L'objectif était de conserver la mémoire des marais, de montrer qu'ils appartiennent au peuple irakien et non à l'Iran. En effet, l'Iran a toujours revendiqué cette zone. Là, c'est moi. Là, c'est moi. Et là, c'est le fils. Il a 18 ans, il en avait 8. C'est l'histoire d'un père qui raconte l'histoire de sa terre et de sa tribu. Il raconte l'histoire du marais à son fils pour qu'il n'oublie pas que la terre lui appartient et qu'elle est celle de ses ancêtres. والده يمثل بأنه هاي أرض أجدادنا. Les rives chantent. Le roseau a quitté sa robe de sécheresse. Mais il n'a pas encore chanté comme des oiseaux dans le cœur froid de la nuit. En fait de riz, aujourd'hui l'assèchement a conduit à la disparition du riz amabar, une espèce de riz long, fin et parfumé que l'on ne retrouvera plus jamais. Une perte pour la biodiversité, mais aussi pour les peuples, car elle était particulièrement bien adaptée aux aléas climatiques et au sel. Dis-leur que la terre est nourricière et que les femmes doivent accompagner les hommes sur les champs. La civilisation des marais aurait pu elle aussi disparaître, mais elle résiste. À nouveau, les hommes viennent commenter les événements sous la tente, comme ils le faisaient avant la guerre, rompant ainsi la monotonie. Quand la nuit tombe, nous nous réunissons autour d'un feu en écoutant le chant des flûtes. Entourés des gens qu'on aimait bien, avoir le plaisir de discuter entre nous reste un bon souvenir gravé à jamais dans nos mémoires. Un an après ce tournage, le régime de Saddam Hussein entreprenait la construction des ultimes digues qui aggravaient l'assèchement en cours. Car tout avait commencé bien auparavant. Depuis 2 décennies, les marais étaient drainés, canalisés. Le contrôle de l'eau permettait alors l'irrigation régulière des terres et leur mise en culture. On ne suivait plus le rythme naturel de l'eau et des saisons. Le marais avait fait place à l'oasis. Au départ, les clans ont suivi. Ils espéraient trouver dans le développement de l'agriculture quelques richesses. Mais pour la zone, la guerre du Golfe en 1991 va être un coup fatal. Quand les Madanes, en majorité chiites, se révoltent contre le régime, Saddam Hussein, pour les punir, détourne encore un peu d'eau et construit des routes sur les digues, empêchant définitivement l'écoulement naturel des crues. Les travaux permettent surtout au régime de surveiller cette zone réputée instable. La police ne pouvait guère y circuler, sans dépendre du bon vouloir des barques qui les conduisaient d'île en île. Résultat, les zones inondables sont devenues un vaste réseau d'étendues asséchées, dans lesquelles il faut remonter l'eau par des pompes pour espérer cultiver quelques légumes, alors que le développement de ces zones de terre cultivable était censé conduire le pays à l'autosuffisance alimentaire. L'ensemble reste parsemé çà et là de trous d'eau. Les grands lacs ont disparu. Peu à peu, pêcheurs et chasseurs se sont transformés en agriculteurs sédentaires. Mais 40 000 Madanes ont fui en Iran, ou se sont réfugiés dans des camps aux alentours de Bagdad et Bassora. Le drame humain s'est ajouté au drame écologique.
Comme il n'y a plus de crues, faute d'eau, les casiers à riz ne sont plus mis en culture. Partout, une sorte de buisson envahissant occupe les terres. Les marais autrefois étaient remplis d'eau au moment des inondations. Maintenant, l'eau n'arrive plus et cette herbe est venue. Nous allons l'utiliser cet hiver comme le bois pour faire du feu. Si ces marais sont à nouveau immergés, cela aura des conséquences bénéfiques pour toute la région. Nous referons du riz, du blé et de l'orge. Petite satisfaction, les moutons raffolent de cette épineuse parce qu'elle est gorgée de sel. Mais si la désertification a gagné 20 000 km², ce n'est pas uniquement la faute des endiguements commandés par Saddam. Dans la zone, ils n'ont été que la touche finale à un long désastre écologique annoncé. Tout a commencé bien en amont, quand le débit des fleuves s'est réduit et bien avant que la guerre n'éclate en Irak. En fait, le drame de l'eau s'est noué dans les années 60. La responsabilité est à partager entre la Turquie, l'Irak et la Syrie. Sur l'ensemble de leur cours, le Tigre et l'Euphrate sont victimes d'une véritable guerre de partage des eaux. 30 grands barrages aux capacités de stockage nettement supérieures au volume des deux fleuves retiennent les crues qui venaient nourrir les marais du delta. De ses voisins du nord, l'Irak hérite de 2 fleuves pollués et surexploités. Malgré les cris d'alarme de nombreuses ONG et des images satellites alarmantes en guise de preuve, personne ne bouge. C'est que sur leur parcours, le Tigre et l'Euphrate traversent des zones plutôt explosives. En Irak, la guerre et le régime de Saddam Hussein, qui se durcit, empêchent toute action internationale. Il n'y a ni mission ni intervention technique pour empêcher le drame de se nouer. Quand nous avons pris la route vers le sud, entre Bagdad et Bassora, nous avons d'abord traversé le désert. Puis, très vite, nous avons découvert les travaux menés par le régime de Saddam Hussein. Après l'étape des barrages, l'État s'est lancé dans de grands travaux d'irrigation des terres désertiques. Pour cela, il a détourné l'eau, construit des canaux, multiplié les retenues. Mais l'extension de l'irrigation s'est faite sans véritable plan d'ensemble et Saddam Hussein accusera les experts internationaux de l'avoir mal conseillé. À cette époque, Saddam Hussein a un double objectif. Le premier est de mettre en valeur les zones semi-désertiques entre Bagdad et Bassora. En guise de grenier à blé, la zone ne sera jamais qu'une peau de chagrin peu exploitée, mais le fragile équilibre écologique des terres désertiques est à jamais perturbé. Ensuite, les travaux doivent venir à bout de la salinisation chronique de la région. Depuis la Babylone antique, dans cette zone inondable, les remontées de sel ont toujours posé un problème. Malgré la construction d'un grand canal de drainage baptisé le troisième fleuve, qui évacue vers la mer les eaux remplies de sel, rien ne change. Au contraire, ces travaux d'irrigation et de contrôle des eaux vont accentuer le phénomène. Sur tout le parcours, la région reste saupoudrée de plaques de sel. Dans les faubourgs de Bassora et de Nasiriyah, les femmes et les enfants collectent encore les plaques de sel sur les terres jadis inondées. Pour la zone des marais, mars 2003 et la chute de Saddam marquent la fin d'une époque terrible. Dès l'annonce de la fin du régime, les Madanes réagissent. Le 25 mai 2003, 60 membres de la tribu Al-Newashi, armés de pelles et de pioches, partent casser les digues. Le frère du vieux chef de la tribu nous conduit sur les lieux désormais symboliques. Saddam avait fait construire des digues pour mettre les terres en culture afin de faire des cultures sèches. Le blé, l'orge et les céréales. Mais surtout pour assécher le marais et empêcher les ennemis du système, qui étaient en Iran, de revenir.
Inutile de dire comment pour ce peuple, mars 2003 fut une libération. Après la chute du régime, la tribu a ouvert les digues construites comme autant de barrages sécuritaires contre les crues. Au moyen de pelles et de pioches, les gens ont réussi à ouvrir les grandes portes de l'Euphrate. Cela a duré 5 ou 6 heures, même jour. Après l'ouverture, tout le monde était content. On s'est félicité. On pourra à nouveau cultiver du riz et pêcher. On a célébré cet événement. On a fait la fête. On a fait la fête comme des fous, après 13 ans sans eau. Et comme vous voyez, Dieu merci, l'eau est abondante. Depuis l'ouverture des digues, l'eau s'est remise à couler. Elle s'engouffre dans les canaux, les nappes souterraines remontent, humidifiant la terre. En 5 mois, le niveau des marais s'est élevé de 10 cm. Dans le Madafar, inlassablement, le chef raconte comment ils ont repris le contrôle du marais et comment les choses vont changer. L'an prochain, les marées vont revenir, les bateaux vont revenir, les pêcheurs vont revenir et les barques vont à nouveau sillonner les roseaux. Les animaux retrouveront leur place, comme l'ont déjà fait les buffles. Les hommes qui sont partis sont sur le retour. Et dans cette région, tout va redevenir comme avant. L'espoir de retrouver le jardin d'Éden est intact chez les hommes des roseaux. Les palmiers dattiers n'ont-ils pas refleuri? L'eau est à nouveau abondante. On peut se passer des pompes et les roues anciennes retrouvent leur fonction, distribuant l'eau dans les dédales de l'oasis. Malheureusement, les anciens qui possédaient de leur père le savoir de ces circuits complexes se sont souvent exilés. Il faudra retrouver les secrets de l'eau. Beaucoup d'arbres ont été coupés et les migrateurs ont déjà perdu l'habitude de se reposer là, en traversant le désert. Mais partout où c'est possible, le milieu fragile se reconstruit. Doucement, les buffles noirs qui avaient failli disparaître reviennent, comme les carpes dont se nourrissent les villages lacustres. Mais il faut à nouveau cultiver, et les bras manquent. Pendant la guerre et l'exil, les clans avaient fait appel à des fellahs venus d'Égypte. Les hommes étaient partis au loin. Vont-ils revenir? Pour certains, c'est déjà le retour. Ider Sayed al-Dokki, fils de la même tribu, rentre d'un long exil. Contrairement au vieux chef et à tous ceux qui sont restés, son clan avait affirmé son opposition à Saddam et avait fui le marais. En représailles, la maison commune des al-Dokki avait été détruite par le feu en 1991. Elle vient d'être reconstruite en 16 jours. Pas un clou, pas une corde, pas un fil de fer pour cette somptueuse demeure de 30 mètres de long et haute de plus de 8 mètres. Juste des arceaux parfaits formés de gigantesques bottes de roseaux que percent des fenêtres faites de nattes ajourées. Une grande fête se prépare pour plus de 500 convives. Les femmes à l'extérieur préparent le repas. Nous devons saisir ces regards qui nous cherchent, car il nous est formellement interdit de les filmer. Les interdits islamiques reviennent à grands pas dans cette région où les femmes vivaient depuis plus de 10 ans, sans trop de contraintes. C'est notre tradition, lorsque quelqu'un revient, on organise une grande fête. J'ai encore un frère au Danemark, mon cousin et ma sœur en Allemagne, une autre sœur en Australie et encore 2 cousins en Amérique et en Hollande.
J'ai participé au soulèvement populaire en 1991 contre le régime de Saddam Hussein. Après l'échec du soulèvement, nous nous sommes réfugiés chez les forces alliées à Safwan. Puis, on nous a amenés dans un camp en Arabie Saoudite où nous sommes restés 1 an. Ensuite, nous sommes allés en Iran dans la ville de Qom. Mon père est décédé dans cette ville en 2000 et y a été enterré. Les antagonismes créés par les années de dictature ne sont pas effacés, et entre générations, on est en plein conflit de légitimité. Ainsi, le héros du film des Marais, le vieux chef, s'est trouvé une bonne excuse pour ne pas être dans le village à l'occasion de cette fête. L'ancien et l'enfant prodigue évitent encore de se croiser. Car les souvenirs sont encore aussi violents que les chants qui les évoquent. Certains conspuent ceux qui ont fait allégeance à Saddam, d'autres remercient l'Amérique pour la liberté retrouvée et le retour de l'exil. Mais tous se réjouissent d'être ensemble et rendent hommage à l'hospitalité et à la générosité de la tribu Al-Doki. Ils sont revenus par centaines. La reconstruction de la société des Marais laisse augurer des lendemains politiques chauds. La violence des conflits politiques reste sous-jacente. Mais cette fabuleuse civilisation tient à renouer avec ses origines et sait qu'elle revient de loin. Cette volonté de perdurer l'aidera-t-elle à retrouver son harmonie, sa culture ancestrale et son mode de vie entre Oasis et Cité lacustre? Pour l'instant, tous parient sur le retour de l'eau dans le Marais. Déjà, l'été 2003 a produit son contingent de fruits et de légumes et les récoltes, grâce aux pluies et à la montée des eaux, ont été meilleures que l'an dernier. Les effets de la guerre, des sanctions économiques ont sérieusement érodé l'organisation sociale. Durant cette longue période de guerre, sous embargo, les habitants du Marais étaient devenus dépendants des tickets de rations alimentaires que distribuait Bagdad dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture. Des tickets qu'ils ne reçoivent plus. Il leur faut donc reprendre rapidement la route des champs s'ils veulent retrouver leur autosuffisance alimentaire. Mais aussi relancer l'élevage des buffles, dont ils tirent le lait, et la pêche, qui faisait de cette région une zone bénie. Heureusement, ils retrouvent spontanément les gestes qui ont failli disparaître, car on était arrivé presque au point de non-retour d'une culture en voie d'extinction. Tous savent encore cueillir les roseaux et les joncs pour construire les huttes et les medaf. Déjà, avec la montée des eaux, les petits poissons sont revenus et les carpes devraient être au rendez-vous l'an prochain. Jadis, ils méprisaient les filets. Aujourd'hui, ils ont adopté le filet à petite maille, respectueux du milieu. Et quand les carpes seront de retour, ils réutiliseront le trident qu'ils réservent aux grosses espèces. 85% de leur alimentation et de l'apport protéique dépendent de la pêche. Ce peuple, au départ plus lacustre qu'agriculteur, retrouvera-t-il son indépendance alimentaire? Ce n'est pas pour demain. Et déjà se profile une autre menace qui fleurit sur le mécontentement. À peine les portraits de Saddam étaient-ils tombés
que se dressaient les effigies des ayatollahs, dont celle de Mohamed Hassader ou de l'imam Al-Hakim, qui depuis notre tournage a été victime d'un attentat. Alors que le régime de Saddam Hussein tombait, le directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement engageait l'aide internationale à se mobiliser pour sauver les marais. Pour cela, il proposait aux 3 pays riverains, la Turquie, la Syrie et l'Irak, de renégocier le partage des eaux. Car pour sauver les marais, il faudra se pencher sur le sort du Tigre et de l'Euphrate.